On est bon. Bien, toujours au nom de la Confédération nationale des avocats, je suis ravie d'accueillir les participants qui se connectent ce samedi matin et que je salue. Il y a toujours autant de monde dans la salle en présentiel, un petit peu moins qu'hier tout de même. Je vous propose pour nos amis connectés de vous faire simplement de vous faire le résumé de ce qui s'est passé entre hier, votre dernière connexion, et aujourd'hui, cette présente connexion. Ce qui s'est passé, ce sont 5 ateliers en petits groupes dans lesquels nous avons travaillé. Nous avons beaucoup débattu, il en est sorti des propositions, des freins aussi, dont on va vous parler, et c'était l'objectif de cette session de formation. Alors, je vous propose tout de suite, sans transition, puisque nous sommes en temps limité, de vous faire une restitution de ces ateliers. Alors, il vous faut beaucoup d'indulgence pour vous qui êtes en connexion et qui ne les avez pas vécus. Nous faisons tout en simultané, c'est-à-dire que ceux qui vont faire les restitutions n'ont pas eu le temps de préparer et ils vont essayer de nous synthétiser ce qui a émergé de bien, quels ont été leurs ressentis dans ces ateliers et s'il y a eu ou pas des propositions sur les sujets que nous avons proposés. Chaque intervenant aura 5 minutes et viendra, je lui céderai ma place. Et après ces restitutions, nous aurons le plaisir et l'honneur d'avoir une synthèse des conférences auxquelles vous avez insisté par Madame Michèle Tisser, que je ne vous présente plus, ancien bâtonnier du barreau de Montpellier et présidente de l'association Facero. Puis une clôture que va nous livrer, donc je ne sais pas du tout ce qu'elle va nous dire à l'avance, d'Elisabeth Moirombreau, dont je vous rappelle qu'elle est secrétaire générale à la mission interministérielle de lutte contre les violences faites aux femmes, qu'elle œuvre sur ce sujet avec beaucoup d'investissement personnel et d'enthousiasme depuis des années. Après quoi, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses et vous aurez le plaisir pour les mots de la fin d'avoir un petit mot de Daniel Morel, auquel se joindra en pensée Bénédicte Bury, puisque vous avez compris que nous étions les 3 à égalité à l'initiative de toute cette démarche depuis plus d'1 an. Et puis, naturellement, vous me subirez une dernière fois avec une petite surprise musicale. Donc, sans transition, j'appelle l'élève avocat, me semble-t-il, qui va nous restituer un atelier, 2 ateliers, dans l'ordre, 3 ateliers. Alors, elle est courageuse, donc c'est Linda Bachir, je crois qu'on peut l'applaudir. Je vous en prie, merci. Donc, bonjour à tous. Je tenais dans un premier temps déjà à remercier mon camarade d'école Guillaume ainsi que Carline Gabory de m'avoir permis d'assister à ces 2 jours de conférences et d'ateliers qui étaient très enrichissants. J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes qui se battent ensemble pour faire entendre la voix des personnes qui souffrent de violences et de harcèlement. Et ce pluriprofessionnalisme où chacun intervient dans son domaine de compétences permet d'apporter une réponse plurale et complète pour donc ces victimes d'harcèlement et de violence. J'ai eu l'occasion d'assister donc à 3 ateliers
Le premier concernait le fait de détecter la violence et renforcer ensemble la défense des victimes. L'atelier a débuté par le visionnage d'un film dans un premier temps. J'ai beaucoup apprécié parce que ce film racontait l'histoire d'une femme qui souffre de violence, qui raconte un peu son ressenti, ses émotions à ce moment-là. Et elle se rend chez son médecin généraliste pour une consultation, somme toute, assez banale, des aigreurs d'estomac, pour rappel. Et au fur et à mesure de la conversation, elle va arriver à expliquer que son mari la bat. Et ça a permis de créer, donc, au cours de l'atelier, une certaine ambiance, une empathie vis-à-vis de cette victime, avant de mener donc la phase de débat, où on a débattu sur 3 phases d'action, donc le repérage, la prise en charge et l'orientation, ce qui permet d'entourer la victime à tous les stades de procédure. Là encore, la pluridisciplinarité est une force, car le médecin, l'avocat, le psychologue, l'assistante sociale, tout le monde intervient donc, pour entourer cette victime et apporter des réponses concrètes à cette souffrance. J'ai beaucoup apprécié l'idée de questionnement systématique, c'est-à-dire que le médecin, par exemple, va intervenir au même titre que la question avez-vous des antécédents cardiaques, il peut poser systématiquement celle de avez-vous été victime de violence. Ce questionnement systématique peut permettre de libérer la parole donc, de ces personnes. Donc c'était un atelier très très intéressant. Le second était un atelier avec une entrée en la matière assez spectaculaire, car il s'est fait sur le thème de l'improvisation, une improvisation de Gabriel Bellocchi, qui nous a tous un peu perturbés au moment où ça nous est arrivé. Il est rentré dans la salle et on s'est tous installés. Il était juste à côté de moi d'ailleurs. Et il s'est mis à s'énerver d'un coup en s'insurgeant sur le fait que tout le monde, que l'atelier commençait alors que tout le monde ne s'était pas installé. Donc on a tous eu des grands yeux ronds à se demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi il s'énerve comme ça. Et jusqu'au moment où il y a eu la redescente, où on apprend qu'au final c'était une improvisation. Et quoi de mieux donc pour introduire le propos de gérer le conflit. Et donc, ça nous a permis d'analyser le conflit en 2 temps, qui est en premier lieu une agression suivie d'un problème. Et il faut donc gérer cette agression dans un premier temps avant d'aller chercher le problème de fond, qui est le problème. C'est pas toujours facile à faire, effectivement, mais c'est bien d'avoir ces clés en tête pour toujours aller vers du mieux et apprendre de cette gestion de conflit. Le 3e atelier a eu lieu ce matin et il était sur le thème des enjeux spécifiques liés aux personnes vulnérables, que ce soit les majeurs protégés ou aussi les mineurs qui sont victimes d'harcèlement à l'école. J'ai beaucoup apprécié aussi cet atelier parce que ça nous a permis aussi de mettre en pratique par le biais des émotions, donc d'écouter nos émotions qui sont quand même des vecteurs de ce qui se passe autour de nous et qui peuvent nous permettre donc d'agir en ce sens. Et j'en terminerai par une phrase de Christophe Andever au cours de l'atelier qui, je trouve, résonne beaucoup avec ces 2 jours de conférence et qui est la vie est une belle leçon de vivre. Je vous remercie de votre attention. Alors, je vous remercie tous d'être présents ici aujourd'hui. L'exercice que je vais avoir est assez difficile, c'est de restituer en à peine 5 minutes ce qui a été dit sur plusieurs heures, sur plusieurs ateliers. Non, il est plus près. Voilà. Ça va mieux comme ça? Oui. Non, c'est pas le micro. C'est pas le micro? Ah, si. Une technique pour parler plus fort, c'est bien, c'est un élève avocat. C'est quand tu parles à la personne qui est au fond de la salle et tu vas élever ta voix naturellement. Tu ouvres la bouche.
Tu lui parles. Vous voulez m'empêcher de parler, là, c'est... Allez, on l'écoute maintenant. Merci. Ce qui a été vu principalement, donc je parle à monsieur au fond, c'est que il y avait, c'était principalement sur la question du harcèlement. Ces deux ateliers, ils étaient d'une part sur le côté de l'éducation nationale, et de l'autre sur le côté en entreprise. Et ce que l'on voit directement, c'est que les thématiques, les problématiques sont pratiquement les mêmes. Dans l'éducation nationale, ce que l'on se voit, c'est que justement, il y a des mécanismes qui sont mis en place. Il y en a énormément, mais le problème est qu'ils ne sont pas du tout connus. Alors, il y a la question justement des référents harcèlement au niveau académique qui ne sont pas du tout connus. Il y a aussi la question des ambassadeurs. C'est quelque chose de nouveau qui a été mis en place, c'est-à-dire que ça va être un élève qui va être consulté par ses autres pairs pour parler justement du harcèlement. Cela est mis en place et cela n'est pas du tout connu aussi. Donc il y a en fait, au cours de ces débats, ce qui est ressorti, c'est qu'il y a une nécessité entière de faire de la communication sur ces mesures, de pouvoir communiquer, et il en ressort qu'il y aura une certaine fiche qui sera développée sur ce point. En matière d'entreprise, c'est à peu près les mêmes problématiques, c'est-à-dire que l'on va avoir des mécanismes qui ont été mis en place, comme le référent harcèlement sexuel qui a été créé en 2019. La problématique, c'est que malgré qu'il a été créé il y a 2 ans, il n'y a toujours pas de définition réelle, légale, qui a été faite quant à ce poste. Alors, durant les débats, on avait justement ce problème, puisque pour certaines personnes, ça devait être quelqu'un qui avait un rôle de psychothérapeute. Pour d'autres, c'était quelqu'un qui devait avoir tout simplement un rôle de référence, c'est-à-dire quelqu'un qui devait confronter aux problématiques que les salariés pouvaient lui présenter, qu'il devait tout simplement les remonter. La difficulté aussi, c'est qu'il faut que cela vienne directement de la personne en charge de l'établissement, que ce soit dans l'éducation ou que ce soit dans l'entreprise. Dans les entreprises, que ce soit le chef d'entreprise qui le gère, ou que dans l'éducation, ce soit justement le chef de l'établissement qui le prenne en charge. S'il y a justement les moyens législatifs, il faut aussi tous les moyens logistiques, financiers, pour que cela soit mis en place. C'est à peu près ce qui est ressorti de ces débats. En tout cas, je tenais à vous remercier. J'ai essayé de synthétiser au plus vite avec le temps qui m'est imparti. Je vous remercie tous d'être présents et je pense que justement cette interprofessionnalité est des plus nécessaires et j'espère que cela aboutira sur le long terme. Alors, pour le dernier atelier, à la dernière minute, puisque nous devons, après tout, on est professionnels libéraux et le mot d'ordre, c'est l'adaptation permanente. Comme cet atelier nous a semblé un peu compliqué et surprenant, nous avons décidé de faire une synthèse de cet atelier à 2 voix en 3 minutes pour toi, 2 minutes pour moi. Donc, ce qui est intéressant, alors d'abord, je voudrais vraiment remercier les 2 étudiants qui ont fait la synthèse tout à l'heure. Vraiment un mot. On est très attachés, effectivement, à ce que vous avez compris depuis le début de cet événement, à l'intégration des différentes générations. Et donc, on est très heureux que des élèves, des étudiants aient pu venir et donner leur regard. Vous m'entendez pas? C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Et puis en plus, c'est mieux à tous égards. Ce qui est important dans le dernier atelier que j'ai beaucoup apprécié, auquel j'ai eu la chance d'être associée par Carline, c'est que c'est à la fois la technique, la méthode pédagogique, hein, puisqu'on était donc en groupe et sous forme de match où il y avait donc une petite compétition, donc il y avait vraiment un esprit ludique et d'émulation qui était important, qui était évidemment accru par le fait qu'on avait des délais de réflexion courts sur des thématiques ciblées. Donc ça, c'était aussi un challenge. Donc il y avait vraiment ce... Et puis enfin, je pense que là, on arrivait vraiment et les groupes étaient constitués à dessein, et vous l'aurez compris, sur une thématique générale d'interdisciplinarité, puisque c'est le terme qui a été retenu. Finalement, les équipes étaient pluridisciplinaires. Donc on a été amené à travailler comme on devrait le faire dans la vraie vie, et ça a été très profitable, à la fois à l'intérieur des groupes au moment où il fallait délivrer et réfléchir, et puis ensuite, quand on entendait les uns et les autres, la manière dont d'autres groupes
interdisciplinaires peuvent réfléchir éventuellement différemment, heureusement. Et puis, donc, toute cette confrontation de diversité, vous l'aurez compris, a donné quand même quelque chose de tout à fait intéressant et des belles pistes de réflexion pour monter des équipes sur le terrain qui puissent répondre à la complexité des situations. Voilà ce que je... Merci beaucoup, Caroline. Tu nous as fait une belle synthèse, je l'aurais pas fait mieux parce que tu as éludé le problème, donc je vais l'affronter. C'était très bon. Voilà, la problématique de cet atelier était la suivante: comment mettre en œuvre un traitement pluridisciplinaire idéal? Et si Bénédicte a bien éludé la réponse, c'est que nous ne l'avons pas obtenue en un si court délai et que c'est beaucoup plus compliqué finalement d'éprouver, puisqu'on parle beaucoup de pluridisciplinarité, mais de la confronter sur le terrain, c'est beaucoup plus compliqué. On a eu des pistes des très bonnes idées qui ont jailli, telles un vade-mecum adapté au terrain, c'est-à-dire un mix de ce qui peut se faire au niveau national et ce qui peut se faire au niveau local, pour que ça soit le mieux possible, le plus pratico-possible. Penser l'interprofessionnalité au-delà de sa propre discipline, mais nécessairement parce qu'on a réfléchi aussi aux freins de cette pluridisciplinarité, c'est-à-dire la dilution des actions, donc réfléchir à comment la coordonner. Et il y a eu plein d'idées comme ça. Alors, comme on n'a pas à vous restituer là, maintenant, en direct live, ce traitement idéal, le cas concret, c'était une femme victime de violence, nous allons être obligés de retravailler ensemble et de faire une nouvelle session dont nous vous tiendrons informés. Je m'en doutais. 2 avocats ensemble, c'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe, surtout nous deux. Je pense que tu as raison. Donc vous avez bien compris qu'il y a des pistes de réflexion. Je pense qu'en réalité, la réponse, il n'y a pas, j'ai rien éludé. Je pense que la thématique et les modalités de fonctionnement sont en fait les modalités qu'on doit mettre en place sur le terrain. Et les solutions, mais elles se font, elles sont celles que construisent les uns et les autres. Donc je trouve que c'est en ça que l'atelier était vraiment intéressant, c'est que je pense que c'est un atelier de méthode d'intelligence collective. Et donc on produit des solutions au fur et à mesure et elles ne sont jamais totalement abouties. Et les pistes qui ont été données sont d'excellentes pistes. Merci Bénédicte. Alors, voilà. Absolument, du sui generis. Voilà, alors, juste avant les interventions de synthèse et de clôture, j'ai choisi de finir dans ces synthèses par l'atelier numéro 1. Parce que l'atelier numéro 1, qui était l'emprise, c'est quelque part la problématique des victimes. C'est pour ça que je souhaitais finir par cette synthèse-là et j'appelle qui mieux placé pour le faire qu'une présidente d'association. J'appelle donc Hélène Mordac. Et je vais rester là. Oui, j'ai failli dire que notre atelier avait été encensé, isolé, oublié, pour être à nouveau encensé. Le cycle de la violence que nous a expliqué hier matin Gabriella, ce cycle infernal dans lequel la plupart des femmes victimes de violences tombent avec cette emprise et cette difficulté à en sortir. Donc nous avons débattu là-dessus, c'était extrêmement intéressant parce que tout le monde n'est pas toujours au fait de ces différentes étapes, ce qui permet de les identifier. Et puis nous avons bien entendu élargi le débat puisqu'il y avait de nombreux intervenants dans des domaines un peu différents. Nous avons parlé également du harcèlement au travail, nous avons parlé du harcèlement en milieu scolaire. Enfin, c'était un atelier extrêmement riche. Et à l'issue de cet atelier, je dirais 3 mots pour résumer un petit peu les pistes de réflexion que nous avons pu avoir. Formation, information, communication. Formation parce qu'il est indispensable que chacun des acteurs de ce long parcours auxquels les femmes victimes de violences sont confrontées, soit au fait de ce fameux cycle de la violence pour pouvoir identifier, pour pouvoir comprendre et pour pouvoir communiquer avec ces personnes. Parce que c'est une problématique qui est tellement spécifique qu'on est parfois un petit peu dépourvu de moyens, dépourvu d'empathie, dépourvu de compréhension, si on n'a pas en tête ce schéma qui est vraiment un schéma spécifique.
Donc ça, c'est pour la formation, c'est indispensable. L'information, il faut, à mon sens, enfin au sens de notre atelier, que chacun soit au fait de ce processus, y compris les victimes, pour qu'elles puissent ensuite s'identifier et pour qu'elles puissent comprendre dans quel cycle infernal elles sont tombées. C'est ça l'information. Ça peut se faire par le biais de clips vidéo qui met en avant justement la problématique du pervers narcissique, puisque c'est du pervers narcissique dont on parle souvent, pour identifier justement sa façon de fonctionner et se dire, mais effectivement, je suis une victime. Il y a tel et tel point que je retrouve dans mon histoire personnelle qui font que j'arrive à identifier le problème. Donc ça, c'est important. Formation, information et bien entendu communication. Et là, on en revient à la pluridisciplinarité. Il est indispensable, et nous en avons tous convenu, que chacun des acteurs communique les uns avec les autres et puisse faire part de ses propres ressentis, de sa propre spécificité pour que l'on soit tous ensemble bien plus efficaces. Voilà, donc un grand merci à Gabriella pour cet atelier qui était passionnant et puis merci à tous les intervenants et intervenantes qui ont fait que le débat a été très riche et merci bien entendu à Carline de nous avoir permis de nous rencontrer. Merci. Daniel Morel, si tu veux bien reprendre ta place, au lieu de faire ton travail à la dernière minute. Ça, c'est pas sympa. Mais si, parce qu'elle travaille et ça, c'est bien. Travailler dans l'urgence. Alors, voilà venu le temps d'arrêter les travaux et de faire la synthèse des tables rondes qui ont été tout aussi riches et d'extrapoler. Et je cède donc la parole à cette fin à Michel Tisser. Et voilà. Merci. Il va se casser la figure, je pense. Merci beaucoup. Alors, j'ai entendu tout à l'heure nos pilotes, Carline Gabory et Béatrice Desbury, dire qu'elles étaient d'un objectif ce matin d'atteindre un idéal dont elles avaient le regret de dire qu'elles n'avaient pas vraiment encore atteint, mais pas de spleen, tout est encore possible. Parce que cet assemblage, cette assemblée, et assemblage n'est pas par hasard, de compétences, d'intelligence, de dévouement que nous avons vu se réunir et agir, réfléchir et proposer depuis hier matin jusqu'à aujourd'hui, est pour nous et pour vous, mesdames, un espoir, mais aussi un acte de réussite. Alors, on m'a échu, et j'en suis très honorée, le mot de la fin avant votre parole importante. Synthèse, ça peut être à la fois un résumé ou bien une synthèse, ça peut être les deux, l'un ou l'autre. Bon, je vais faire synthèse et résumé, résumé et synthèse. Je vais essayer de restituer brièvement, mais dans l'essence, ce que chacun et chacune d'entre vous et d'entre les personnes qui ne sont pas encore ou qui sont déjà parties ont pu donner comme expérience professionnelle au titre des constats que chacun et chacune fait dans sa profession, au titre des déceptions et au titre des attentes. Puisque, comme l'ont voulu nos organisatrices, l'intérêt majeur de cette réunion, ce colloque, cette conférence, cette masse d'ateliers et de mise en commun d'expériences et de compétences était une réunion de professionnels, mais ces professionnels, et c'était patent, sont des professionnels libéraux, et pas que, mais sont aussi des personnes investies de charges et de responsabilités dans leur profession, dans leur métier, dans leur entreprise, mais aussi, enfin et surtout, des personnes engagées, dévouées, bénévolement, avec un désintéressement, une dévotion presque à la cause qu'elles défendent, qui a été impressionnant. Et toutes les personnes que je vois ici, que nous avons vues hier, cette triple capacité qu'ont eu ces personnes depuis des années à démontrer que leurs compétences professionnelles ne leur suffisaient pas et qu'elles voulaient à la fois prendre des responsabilités pour améliorer les choses, mais aussi s'engager avec humilité,
efficacité et concret pour faire avancer des idées, des actions et des projets qui permettent à des personnes en difficulté, soit de ne pas tomber en difficulté, soit d'être soutenues. Donc, c'était vraiment une première remarque, parce que quand on pose des questions de synthèse, c'est qui sont des personnes professionnelles, multiprofessionnelles, qui sont responsables de leur profession, responsables dans leur engagement associatif ou organisationnel, mais aussi à titre personnel, dévoués et engagés. Et franchement, c'est un grand bravo qu'on doit faire manifester. Bon, alors, ceci dit, vous avez voulu, Madame Gabory et Madame Bury, chercher à identifier les problèmes qu'on rencontrait pour faire face aux difficultés liées au harcèlement et violence, à la fois dans la sphère familiale et dans la sphère entreprise, professionnelle. Vos objectifs sont dans la plaquette, donc je ne vais pas les redire, et ces objectifs, ils sont retrouvés dans les constats exposés par chacun, mais aussi dans les propositions, et finalement, vos objectifs étaient ceux qui vont être réalisés. Qu'avons-nous eu sur ces deux grands axes, vie personnelle, violence intrafamiliale, et vie professionnelle, personnelle professionnelle dans l'entreprise? Piloté la première table ronde par Caroline Gabory, nous avons eu tout d'abord, bien sûr, une entrée en matière par la personne qu'on ne peut pas éviter lorsqu'on parle de harcèlement et de harcèlement moral, parce que c'est elle-même qui a inventé la locution, harcèlement moral. Et elle nous a rappelé que ce mot de harcèlement moral, finalement, avait une double acception, une double conséquence, un double impact, une double compréhension. Harcèlement, ça veut dire qu'il y a une souffrance psychologique, morale, ça veut dire psychologique, et morale renvoie aussi à l'opposition entre le bien et le mal. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de harcèlement moral, on évoque aussi dans l'esprit ou le corps des individus, auteurs, victimes, le rapport avec le bien et le mal. Elle nous a rappelé que la notion de harcèlement moral, telle qu'elle l'a définie, finalement, vient de la constatation de ce que c'est un problème, certes actuel, mais qui est l'aboutissement d'une évolution historique et finalement sociétale de ce que l'on peut accepter dans la bousculade, l'agression verbale ou physique. Et finalement, cette acception, cette compréhension du harcèlement moral doit s'analyser de manière historique, géographique et sociétale. Parce que finalement, l'acceptation, la compréhension ou même l'expression du harcèlement moral ne sont pas les mêmes ici ou ailleurs, il y a 50 ans, 100 ans ou il y a 2 ans, et peut-être que dans 50 ans ou 3 ans, ce ne sera pas la même chose. Et par ailleurs, au plan individuel, l'acceptabilité du harcèlement moral n'est pas la même s'il y a ou non l'emprise. Donc, elle nous a dit qu'il fallait absolument prendre en compte globalement le harcèlement moral en termes de prise en compte psychologique, médicale et juridique. Merci, Mme Irigoyen. Table ronde numéro 1, intrafamilial. Objectif, mieux connaître, mieux confronter, mieux réagir. Julie Gentil, urgentiste, SAMU de Nîmes, référent violence. Elle nous a décrit le cycle de l'emprise. Tension, après la lune de miel, tension, agression, justification, voire réconciliation. Et puis on recommence. Tension, agression, justification, voire réconciliation, avec la difficile compréhension par la victime de ce qu'elle est véritablement dans une situation de harcèlement moral. L'urgentiste reçoit, l'urgentiste constate, l'urgentiste, après, perd la personne et ne peut plus intervenir. Jean-François Coat, masseur-kinésithérapeute. Par définition, le masseur-kinésithérapeute, a un accès direct au corps nu ou quasiment nu du patient, mais lui-même aussi est en position et plutôt en vêture assez légère. Et donc, nous a expliqué que finalement, le rapport au corps était compliqué finalement dans les deux cas, et pour le patient qui est nu ou presque sur une table allongée en position de dominer, et pour le praticien, le masseur-kinésithérapeute, qui peut repérer, parce qu'il a
la technicité physique du repérage des douleurs et des conséquences parfois d'une douleur psychologique qui entraîne une douleur physique ou un problème physique, mais autant il a la technicité pour repérer et pour soigner, autant il n'a pas la formation ni forcément l'autorisation pour dépister et révéler des troubles psychologiques consécutifs peut-être à des harcèlements qui lui semblent être révélés par le corps, mais dont il ne peut rien faire parce que ce n'est pas son métier et qu'il n'est ni formé ni autorisé à ensuite donner un suivi. Nous avons ensuite eu Bruno Galland, pharmacien. Pharmacien et maire de son village. Pharmacien, il nous a dit que l'opération Masque 19, c'était un flop, bon, et que les pharmaciens ont dû trouver d'autres idées. Et ils en ont trouvé, notamment en Occitanie, partenariat avec la police, les services d'enquête, pour créer chez eux des référents et qu'il y ait un rapport beaucoup plus court entre ceux qui peuvent expliquer « nous recevons quelqu'un qui est victime, il faut intervenir à tel endroit ». Sachant que 8% des pharmaciens ont reçu en 2020 des femmes victimes de violences. C'est beaucoup. Et que ces femmes viennent dans les pharmacies, certes, peuvent signaler un peu, mais on n'est pas certain non plus qu'elles aient envie, comme d'habitude dans tous ces témoignages qu'on a eus, qu'elles aient envie qu'on donne une suite et qu'on révèle qu'elle-même, telle dame, qui habite à tel endroit, parce qu'on a leur carte vitale et qui a telles coordonnées, soit prise en charge et que le conjoint ou le compagnon ou la compagne violente soit traité. Un deuxième témoignage de ce monsieur, c'est qu'il est maire de village et qu'il nous a dit « Moi, j'ai été confronté à des violences intrafamiliales avec une dame que j'ai dû aider à quitter son domicile, ce qui nous a posé la question de quelle est la bonne solution, et notamment les juristes. Faut-il virer le conjoint ou faut-il permettre à la victime de s'enfuir? Donc lui, il a aidé à s'enfuir et parce qu'il y a un camping dans son village, il a pu bénéficier de l'hébergement dans le camping. Mais ça veut dire aussi que les élus des collectivités territoriales manquent, alors lui, pharmacien, donc il a une double capacité sans doute à prendre les choses en main, mais les collectivités ne sont pas non plus, et les maires de villages ou de petites villes ne sont pas non plus aidés à traiter les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Jean-François Bouscarel, infirmier. Les infirmiers sont ceux qui rentrent périodiquement dans le foyer, qui vont chez les gens, qui vont soigner, et qui se rendent compte qu'ils soignent une personne qui était victime, ou qui croisent à côté de la personne victime une victime qui ne dit pas son nom, mais qui manifestement subit ce harcèlement qui peut être physique, moral et sexuel. Et là aussi, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas autorisés à intervenir, et il nous a dit, mais nous, on veut être des infirmiers éclaireurs. Et à l'occasion de cette journée et demie, on a souvent entendu des intitulés de références qui manifestent que les professionnels ont besoin de mettre un nom sur cette posture d'alerte pour que leurs interlocuteurs, eux, se sentent dans cette communauté d'alerte, référents, ambassadeurs, éclaireurs, mais qu'aussi, à l'extérieur, on perçoive qu'il existe des personnes ressources par profession qui sont plus typiquement identifiées comme en capacité d'être des points d'accroche, des points d'appui. Philippe Catala, j'essaie d'aller plus vite, Philippe Catala, médecin légiste, 500 victimes, a reçu 500 victimes de violences conjugales à l'année. Et là, nous avons été confrontés à la question du secret médical. Le secret médical a été atténué, loi de juillet 2020, pour permettre en cas de violence conjugale, en cas de péril imminent, en cas de emprise, en cas de tentative infructueuse d'obtenir l'autorisation de divulguer, qui nous dit, mais je peux divulguer ce que je constate malgré le refus de patients, ce qui n'est pas autorisé en dehors de ces cas-là. Il nous dit, mais en réalité, je ne sais pas si c'est une bonne chose parce qu'on pouvait déjà signaler des dangers, parce que si les patientes savent qu'on peut trahir, entre guillemets, le secret médical, est-ce qu'elles vont toujours venir nous confier leur misère? Donc, des questionnements par rapport au secret. Madame Dorion, j'ai perdu son prénom, pardonnez-moi, médecin légiste,
On a évoqué la question des certificats médicaux, qu'il ne faut pas confondre dans leur contenu avec l'expertise médicale. Le certificat médical, c'est un constat. Je constate ça. L'expertise médicale, elle dit, je considère que ce que je constate est imputable, me semble-t-il, à telle action. Daniel Morel est intervenu en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Et le mandataire est là pour accompagner. Et c'est vrai que vous avez des personnes vulnérables qui sont soit âgées, soit jeunes, mais qui sont mises sous protection de justice avec une absence de possibilité du juge tutelle parce qu'il n'a pas le temps, tellement peu, et une avalanche de responsabilités quand même, qui ne sont pas dites, mais qui sont réelles sur vos épaules, face à une personne vulnérable qui peut subir plein de choses. Et vous avez donc la lourde charge à la fois de les prendre en compte, de les protéger, les accompagner et de vous confronter parfois à l'entourage qui est soit protecteur, soit avide, soit hostile, soit agressif. Et donc, ça n'est pas si simple, votre mandat. Hélène Mordac, que nous avons entendu tout à l'heure, qui est aujourd'hui présidente, qui est avocat, spécialisée dans la prise en charge juridictionnelle, mais pas que, des femmes victimes de violences, ou des hommes aussi peut-être, mais en tout cas, l'association que vous présidez aujourd'hui, à la suite de Carline, c'est Via Femina Fama. Et c'est toute cette locution exprime beaucoup de choses. Et vous avez un service H24, avec 1843 femmes reçues, mais vous déplorez le déficit d'accueil, pas parfait, l'imperfectibilité d'accueil, police, gendarmerie, hôpitaux, et puis après, le déficit de formation. Et quelle suite une fois qu'on sait ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis l'après-midi, nous avons alors abordé, sous le pilotage de Monique Bury, les difficultés, le harcèlement dans le monde de l'entreprise. Introduction par Magali Marais, qui est professeure à Montpellier Business School, qui est une spécialiste de la RSE, qui est vice-présidente du Lab, et qui nous a expliqué l'évolution de la relation au travail dans la société, dans l'entreprise. Le monde du travail est de plus en plus concerné par la violence. Une femme sur 5 dit avoir été victime de violences sexistes ou sexuelles. Un homme sur 7. Il y a une réglementation en augmentation, certes, mais la perception et de l'agressivité et de l'agression met du temps à avancer et à se concrétiser. Le sujet est parfois tabou, donc elle dit 2 choses. 1, si l'environnement organisationnel le rend possible, la violence arrive. 2, il faut donc anticiper, il faut mobiliser et il faut agir collectivement. Ensuite, sur la table ronde, Christelle Martinez, directrice développement régional entreprise chez EDF, Languedoc-Roussillon et vice-présidente de Facero. Il faut prendre en conscience le fait que le management est essentiel. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 0 tolérance, mais il faut que ce soit le manager, le dirigeant, qui prenne en charge cette responsabilité et qui se mette en posture de ne rien laisser passer, de se former, de former les salariés, de former les managers et d'accompagner. Les grandes entreprises comme les petites peuvent à leur mesure s'obliger à se former soi, former les autres et ne rien tolérer. Ensuite, j'ai un peu long, mais il y a tellement de choses merveilleuses qui sont dites. Éric Cozard, médecin du travail. Alors là aussi, après une petite partie provoque, il nous a dit qu'il y avait trop de femmes, bref, ça. Provocation, il s'est plaint, paraît-il, de ce que ses collègues hommes regrettaient la féminisation des emplois. Il nous disait que, de son point de vue, on avait négligé la dimension pathologique de la personnalité tant de l'employeur que du salarié victime. Et qu'il fallait absolument avoir une vision globale, prendre en compte la psychologie, certes, les prises en compte juridiques, certes, les encadrements, certes, mais prendre en compte le côté médical. Cette pathologie, c'est médical. Notre consoeur, maître Kim Yam Paya du barreau de Paris, nous a exposé les nouveautés d'octobre 2018 dans le monde privé, puisque fonction publique, ça existait déjà, qui sont les référents
harcèlement. Alors là aussi, le texte existe, il décrit en quelques lignes l'encadrement, à quoi ça correspond, à quoi ça sert, mais sur le terrain, et on va le voir juste après, sur le terrain, la description de la façon dont on doit mettre en place le référent harcèlement n'est pas évidente. Alors, on a aujourd'hui, depuis quelques années, la Direction générale du travail qui met en ligne des guides pratiques, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, parce que sur le portail de la DGT, il y a beaucoup de guides pratiques qui sont des guides. Ça veut dire qu'ils sont très utiles, mais ce n'est pas le texte, ce n'est pas la loi. Et on a vu la difficulté avec Christine Adamopoulos-Bonnel, qui a été désignée au sein du CSE dès fin 2018 comme référent harcèlement, et qui nous dit, je n'ai reçu que quelques personnes qui sont venues officieusement me raconter leur histoire. Officieusement, ce n'est pas grand-chose. 2, je n'ai reçu aucune formation. La seule chose que j'ai estimé devoir faire concrètement, c'est afficher partout, sur les murs d'entreprise, ce que ça veut dire qu'être un harceleur, ce que risque l'employeur, ce que risque le harceleur, avec des aspects de répression, y compris pénale. Au moins, ça calme un peu et ça peut inciter à la réflexion. Donc, pareil, il faut améliorer la formation, il faut améliorer l'aide un petit peu du référent qui se trouve livré un peu mieux. C'est une fonction nouvelle, qui n'est pas une fonction syndicale. Gabriela Quero, coach en victimologie, mais aussi est présidente de l'association Alphée, qui accompagne les victimes de harcèlement en milieu scolaire. La prévention à l'école, Bénédicte l'a redit aussi, est essentielle parce que les enfants auront une vie personnelle, les enfants auront une vie professionnelle. Et la création d'ambassadeurs qui impliquent l'établissement, les enseignants, les parents d'élèves et les enfants est un gage d'amélioration quand on est sensible à ce qu'on ne doit pas faire, avec l'épouvantable facilitation que constituent les réseaux sociaux à disposition de tout gamin qui n'a même pas 10 ans. C'est terrible. Bénédicte a rebondi, Bury, sur la sensibilisation et la formation dès le plus jeune âge et nous a rappelé que personne ne gagne dans un monde qui perd, une formule qui est extrêmement illustrative. Daniel Morel, à nouveau, est revenu sur les ambassadeurs en se félicitant de cela, mais il faut les mettre en place concrètement et les former explicitement. Éric Cozard, à nouveau, nous a dit une chose qui nous a intéressés, nous, les avocats, sans aucun doute. Il a dit les entrepreneurs de petite taille, les entreprises de petite taille, les entrepreneurs qui ne sont pas équipés de DRH, de CSE, ont l'impression parfois qu'ils sont seuls, qu'ils sont démunis, ils n'ont pas forcément accès tout le temps à l'actualisation juridique, sociale, médicale, etc. Pour autant, ils ne sont pas seuls parce il existe dans le champ des professionnels, dit-il, des psychologues, des médecins, des associations, des avocats, la DRETS également, et que finalement, il manque simplement d'un déficit d'information. Donc, il faut apporter cette information à toutes ces personnes-là. On a demandé le mot de la fin, Bénédicte. Eh bien, les mots de la fin, c'était collectif, fermeté, zéro tolérance. Zéro tolérance. Externalité parfois de la réponse. Si on fait intervenir un tiers dans l'entreprise, parfois c'est plus facile. Et puis, bien entendu, cultiver le réseau parce que même si le réseau n'est pas formel, aujourd'hui, on se rend compte, et avec notamment les référents qui en ont besoin, que le réseau est une des perspectives d'amélioration, comme l'a dit Hélène, du rassemblement, de l'information, de l'information, de la mutualisation et de l'action effective. C'est-à-dire que sans action effective, in fine, auprès des personnes qui sont en souffrance, qui ont subi ou qui peuvent subir, c'est bien de former, mais si on n'agit pas ensuite, c'est insuffisant. Et bien sûr, pour tout ça, il faut aussi anticiper et prévenir. Quand, tout de suite, grâce à qui, avec qui, mais aussi grâce à la mission interministérielle. Je crois que c'est à moi de parler sans transition. Je crois, oui. Bon, ah oui, très bien. Alors, tout
tout d'abord, je voudrais vraiment vous dire un très, très grand merci. Un merci, bien sûr, aux organisateurs, à Karine Gabory, bien sûr, Bénédicte Bury, vous toutes, je n'ai pas les noms, un peu, je suis toujours fâchée un peu avec les noms. Donc, mais en tout cas, c'est vraiment un remerciement, donc bien sûr, pour ceux qui ont pensé cette formation, qui l'ont organisée, mais un remerciement pour vous toutes et tous qui êtes ici et toutes et tous qui nous écoutons à travers, à travers leur écran. Alors, un grand merci, parce que je peux vous dire que moi, des réunions comme celle-ci, ces 2 jours de formation interprofessionnelle, pluridisciplinaire, je ne sais pas, c'était un grand débat, c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est quelque chose de très... qui m'apporte beaucoup. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est pour moi très, très important de venir, d'échanger avec vous, d'avoir cette vision que nous avons eue hier, qui porte donc qui a porté sur le harcèlement, sur les violences dans le couple, des psychologues, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des médecins, de toutes sortes, tous les professionnels de santé. Alors, et bien sûr, des avocats. Mais alors, je dois dire que le casting, pour moi, est absolument idéal. Parce qu'il faut savoir quand même que j'ai exercé la profession d'avocat pendant 27 ans. Donc, je suis une très vieille avocate, je suis même avocate honoraire, et que je suis depuis 14 ans magistrate. Donc, formidable, je suis une jeune magistrate. Donc, finalement, vous voyez, on arrive à un résultat sympathique. Donc, quand je suis avec des avocats, je me sens bien. C'est ma première famille. C'est presque ma principale famille. Et puis, les professionnels de santé aussi, pour moi, c'est très important parce que quand j'ai commencé ma mission, moi, j'ai été secrétaire générale de cette mission dès sa création, dès 2013. Donc, c'est une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences. Il y a un autre versant, mais je ne vous en parlerai pas, ne vous inquiétez pas, qui est la coordination nationale de la lutte contre la traite des êtres humains. Donc là, on va rester sur le sujet violence, ne vous inquiétez pas. Et donc, quand on a commencé à travailler sur le plan national de formation dont je vous ai parlé un tout petit peu hier, sur les violences faites aux femmes, on a tout de suite pensé aux professionnels de santé. Parce que c'est souvent les premières personnes, les premiers professionnels vers qui les victimes vont s'orienter. Et aujourd'hui, on a fait des outils pour tous les professionnels de santé, puisque tous les ordres, enfin on a fait ça par ordre, les ordres nationaux, et vraiment, pour moi, donc c'est vraiment très important. Donc, comme je vous dis, un casting idéal pour cette formation organisée par la CNA. Alors, vous avez rappelé, d'abord aussi, je voulais vous dire une chose, c'est que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses, notamment sur le harcèlement. Harcèlement moral, harcèlement d'entreprise, harcèlement à l'école. C'est des sujets que j'ai mal connus du fait déjà de mon expérience professionnelle, parce que j'étais profession libérale, après ça, magistrat, donc j'ai jamais connu ce que ça peut être que le monde de l'entreprise. Et je dois dire, j'ai vraiment beaucoup appris. Et ça m'a tout à fait intéressée, ça m'a étonnée. Et surtout, je me suis dit, finalement, ils connaissent, pour toutes les personnes, des experts qui ont parlé sur le harcèlement, ils connaissent un peu les mêmes préoccupations, c'est un peu la même histoire que ce que nous, on a connu en matière de violences faites aux femmes. Il a été très souvent répété que c'est un sujet tabou au sein d'une entreprise, à l'école, ça c'est vrai, les gens ne parlent pas. Ils n'osent pas dire, c'est pas nos affaires. Hein, ça a été beaucoup dit hier. Donc ça m'a frappé. À l'école aussi, on sait que les enseignants, ils n'aiment pas trop se mêler des affaires. Ils sont attentifs, mais ils sont un petit peu fermés, on va dire là-dessus. Plus à l'époque, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais disons. Voilà, c'est un constat. Et ce constat, vous avez dit, d'ailleurs, tout à l'heure, vous êtes revenu sur les propos de Marie-France Irigoyen. Et très justement, ce qui est toujours intéressant, c'est de faire un peu une espèce d'analyse historique et sociétale. Et moi, j'aime bien faire ça. Donc, on va en parler un petit peu, on va faire un petit peu d'histoire, un petit peu d'évolution de notre société.
Et alors, en fait, aussi, ce que je voudrais vous dire en avant-propos, c'est que vous avez bien vu que ces missions interministérielles pour la protection des femmes contre les violences, c'est ça, hein, les violences en règle générale. Donc, il n'y a pas que les violences conjugales, il y a aussi, bien sûr, les violences sexuelles, mais on a aussi beaucoup travaillé sur le mariage forcé, les mutilations sexuelles féminines, etc. On a même fait un outil, il faut que je vous dise, sur le harcèlement sexuel, mais harcèlement sexuelle dans l'administration. Pour la petite anecdote, en 2017, lorsque le président de la République a fait son annonce pour dire que son quinquennat sera la priorité de son quinquennat, sera donc les violences, la lutte contre les violences faites aux femmes, il a fait à un moment, il a parlé de l'État exemplaire. Et justement, il a parlé du harcèlement et qu'il était très important que les administrations soient très vigilantes sur le harcèlement au sein des administrations, bien sûr. Et donc, c'est ce que nous avons essayé de faire, puisque à ce moment-là, nous avons créé un outil de formation sur le harcèlement sexuel dans le milieu donc État, dans les trois formations, État, hospitalière, et j'ai oublié la troisième, mais c'est déjà quand même pas mal, donc dans les hôpitaux publics, exactement, et dans nos administrations centrales. Donc voilà, je connais quand même un peu de harcèlement sexuel, et je vous invite à aller voir cet outil qui est très intéressant, qui s'appelle Une femme comme moi, et qui est sur le site de la MIPROF. Donc, ça ne vous a pas échappé, on parle bien de femmes victimes de violences. Alors, j'ai vu hier, j'ai entendu plusieurs fois des personnes qui intervenaient et qui disaient les femmes, et puis après, elles disaient oui, enfin, il n'y a pas que les femmes, enfin, souvent, se reprenait, on se sent presque fautif de ne parler que des femmes, et il faut parler des hommes. Bien sûr, il faut parler des hommes, il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même une réalité sur notre territoire. Une réalité qui dure depuis très longtemps, même peut-être bien avant les statistiques, c'est que sont les femmes qui sont les principales victimes de violences. Il y a des hommes, il y a quelques hommes, mais c'est sûr, mais quand même, c'est un vrai phénomène de société. C'est un phénomène de société, pas seulement en France, c'est un phénomène de société au niveau européen et au niveau international. Ça a été d'ailleurs les instances internationales qui, les premières, hein, avec des conventions, etc., qui ont attiré l'attention de tous les États qu'il fallait lutter contre ces violences qui étaient donc d'une gravité extrême. Alors, nous, oui, aussi, pourquoi aussi, on me pose souvent la question. Franchement, on me dit, mais pourquoi, enfin, voilà, les violences, par exemple, les violences dans le couple, d'accord, il y a beaucoup plus de femmes qui sont victimes de violences. Mais, voilà, mais en même temps, ce sont des violences comme les autres. Bon, ben non, ce n'est pas des violences comme les autres. Pourquoi, donc, voilà, souvent on pose la question, pourquoi ce traitement spécifique, on a l'impression qu'on est obsessionnel là-dessus. Mais non, parce que ce ne sont pas des violences des violences comme les autres. D'abord, parce que ce sont des violences qui peuvent prendre beaucoup de formes. Elles peuvent s'appeler des violences conjugales, bien sûr, des violences sexuelles, des violences sexistes, hein, aussi. Et surtout, elles peuvent prendre énormément de formes, beaucoup de formes. Elles peuvent être verbales, psychologiques, physiques, on en a beaucoup parlé hier, sexuelles, bien sûr. On n'a pas beaucoup parlé de économique. Il y a aussi la violence économique qui est exercée sur les femmes. Et surtout, et c'est ça qui est très, très frappant, et du coup, il faut revenir, on y reviendra tout le temps, c'est qu'elles sont réitérées. On aura rarement vu, ça doit arriver peut-être, hein, mais c'est extrêmement rare, tous les professionnels vous le diront, qu'il y ait une violence unique d'un homme sur une femme. En général, elles sont toujours répétées et réitérées. Alors, on va parler quand même beaucoup de violence conjugale parce que ça a été notre sujet hein, pendant ces 2 journées. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que la spécificité de ces violences conjugales, c'est qu'elles arrivent au sein du foyer familial, censé être protecteur, en principe. Un foyer, ça donne une idée de feu, on est bien dans un foyer, en principe. Et donc, du coup, c'est un foyer où il y a de l'amour, il y a de la confiance, en principe. Il y a de l'affection, entre guillemets. Et ce lien
affectif, c'est ce lien affectif qui va être utilisé par le conjoint violent à travers la mise en œuvre de stratégies visant à assurer sa domination sur la victime. Là, et ça, c'est quand même quelque chose de très, très particulier. Et d'ailleurs, ce lien familial, ce lien de proche, ce lien, eh bien, on le retrouve aussi beaucoup dans les violences sexuelles, puisque notamment les données de 2021 révèlent que 9 femmes sur 10 connaissaient leur agresseur de violence, donc que ce soit viol, agression sexuelle, etc., soit dans la sphère familiale, soit amicale, soit professionnelle. Donc ce sont des proches, ce sont des violences qui sont, voilà, qui sont malheureusement qui sont commises par des proches. Et puis, il y a aussi, pour les violences conjugales principalement, eh bien, ce sont aussi des violences faites aux enfants. C'est la même chose. Donc, et ça aussi, c'est une grande particularité. Alors, je voulais vous dire que en France, ces derniers temps, on fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses, je vais y revenir. Il y a eu le Grenelle des violences, des violences conjugales. On a eu beaucoup de lois, je vais vous en parler très, très rapidement, ne vous inquiétez pas. Mais ça n'a pas été il y a si longtemps que ça. Et si j'aime beaucoup parler justement du côté un peu historique et un peu des lois, parce que on s'aperçoit que ça a été assez lent, finalement. Ça a été assez lent. Non seulement des dispositions ont été assez lentes, des dispositions pour protéger, etc., mais surtout pour la prise de conscience. Et au fond, historiquement, je peux vous dire que la vraie prise de conscience de notre société en France, elle date de l'an 2000. 2000. C'est pas si loin que ça, hein, quand même, si vous réfléchissez. Et l'élément déclencheur, ça a été l'enquête Anvef. L'enquête Anvef, c'est une enquête donc ce sont des enquêtes qui sont faites auprès des personnes, donc au moyen de téléphone, etc. Et donc, c'est ce qu'on appelle des enquêtes de victimation. Et c'était la première enquête sur les violences conjugales, violences faites aux femmes au sein du couple. Eh bien, on s'est aperçu, au résultat de cette enquête, qu'une femme sur 10 déclarait avoir été victime de violences dans le couple. Ben là, je peux vous dire que ça a pris une grande claque. Parce que, pourquoi ? Parce qu'avant, on avait des chiffres, mais c'était des chiffres administratifs. Justice, donc bien sûr, le nombre de condamnations et le nombre de plaintes. Et vu le nombre de plaintes, on s'est dit qu'il y avait un vide absolument incroyable entre les déclarations, donc entre les femmes qui ont été victimes de violences, et le fait qu'elles aient porté plainte, et après, troisième étape, qu'il y ait eu des condamnations et un jugement. Et à partir de là, je pense vraiment que cette année-là, ça a été, à partir de là, on a beaucoup pensé donc à en faire. On a surtout voulu faire de ces violences vraiment une politique publique à part entière. Qu'elle ne soit pas prise en compte dans le cadre plus large des violences. Non, il fallait faire vraiment pour les violences faites aux femmes, notamment les violences conjugales, vraiment une politique. Et quel est le but forcément qui a été poursuivi et qu'on continue à poursuivre toujours, ça c'est le but de base, si je puis dire, c'est de réduire l'écart entre le nombre de personnes victimes de violences dans le couple et le nombre de plaintes. Donc finalement, c'est aussi paradoxal parce qu'on poursuit plusieurs objectifs. On voudrait qu'il y ait moins de victimes, mais on voudrait qu'il y ait plus de plaintes. Parce que le pire qui soit, c'est la victime qui ne parle pas et qui ne dit rien, et donc qui va être démolie à vie avec toutes les conséquences psychotraumatiques que nous connaissons. Alors, je dois vous dire que quand même, puisque je suis passionnée, en tout cas par tout ce qui est politique publique, comment ça fonctionne, donc on a commencé à réfléchir et à mettre en œuvre des actions pour protéger, pour accompagner, etc. Et il a entre 2000 et le Grenelle des violences conjugales, donc 2000,
2019, il y a eu 5 plans d'action nationaux qui ont été, bien sûr, élaborés. Et ce sont des plans qui ont une approche globale, parce qu'il faut voir que les violences faites aux femmes, c'est un sujet transversal. Nous sommes tous concernés, on l'a bien vu, on le voit aujourd'hui. Ça concerne la justice, ça concerne l'intérieur, mais ça concerne les médecins, ça concerne l'éducation nationale, le travail aussi. Enfin, ça concerne absolument toute la société, bien sûr. Donc, c'était des plans plutôt interministériels. Et puis est arrivé le Grenelle en 2019. Et aussi pour vous dire qu'on a mis alors, comme je vous dis, la société, quand on pense société, il faut aussi penser les lois. Parce que finalement, le législateur, il reflète beaucoup les attentes de la société. Donc tout ça, c'est quand même un tout et c'est quand même aussi intéressant à analyser. Et il a quand même fallu attendre 2010 pour que le législateur pense protection des femmes et protection des enfants par rapport aux violences. Avant, il y a eu des lois. Il y a eu bien sûr la circonstance aggravante, par exemple, d'un meurtre contre conjoint ou des violences contre conjoint. Mais c'était donc vu sous l'angle vraiment absolument juridique, punition. Donc, prévention aussi, un peu de prévention. Et puis, en 2010, il y a eu cette très belle loi pour l'accompagnement des femmes victimes de violences et des conséquences qu'ils peuvent avoir sur les enfants. Je vous ferai remarquer que la loi n'est pas genrée, mais c'est la première loi qui, dans son titre, met le mot « femme ». Sinon, dans le texte de loi, il n'y a pas marqué « femme ». En général, c'est ça. Donc ça, 2010, et 2010, ça a été quand même un grand pas en avant, puisque ça a été la création de l'ordonnance de protection, notamment. On a beaucoup parlé de violences psychologiques. C'est la loi de 2010 qui a inscrit les violences psychologiques dans le code pénal. Et je peux vous dire, ça a été une bataille, parce qu'à l'époque, je venais d'arriver au ministère de la Justice, j'étais chef de l'aide aux victimes, du bureau de l'aide aux victimes, et donc on réfléchissait sur cette loi. C'était en 2009, je crois. Et Rachida Dati, qui était petite anecdote, Rachida Dati, qui était donc garde des Sceaux, voulait absolument qu'on fasse rentrer dans le code pénal les violences psychologiques. Et donc, moi, j'étais tout à fait d'accord, en tant que chef du bureau d'aide aux victimes, bon, très bien. Et puis, il y a eu des réunions entre services, et une des directions du ministère de la Justice s'y opposait fermement. En disant, écoutez, ça ne sert à rien, parce que de toute façon, les violences psychologiques, on les prend en compte. Les magistrats, on les prend en compte. Il y a beaucoup de jurisprudence là-dessus, ce qui était vrai. Cour de cassation, on reconnaît les violences psychologiques. Mais c'est très bien, les pratiques. Mais je crois qu'inscrire dans la loi, ça a un côté, ça a vraiment un impact qui est très fort. Et on peut dire, aujourd'hui, c'est vrai que c'est important de dire que dans notre loi, eh bien, effectivement, les violences psychologiques, le législateur l'a pris en compte, et donc, il va falloir se pencher là-dessus. Et c'était en 2010. Et aujourd'hui, on en parle encore, bien sûr, encore et toujours, et encore plus, en s'apercevant quand même que ce n'est pas non plus quelque chose de si évident que ça. C'est-à-dire que c'est peut-être les choses les plus difficiles à prouver, à faire comprendre. Donc, beaucoup de réticences. Donc, vous voyez que déjà, le législateur, c'est déjà un premier pas, mais ce n'est pas le seul pas. Il faut en faire beaucoup d'autres après. Mais donc, je trouve que cet exemple est assez intéressant. Et puis, ce qui était aussi extraordinaire dans cette loi de 2010, parce qu'on n'en parlait pas du tout à l'époque, ça a été justement qu'il y ait ce coup d'éclairage sur les mineurs victimes, qui sont, je rappelle, des victimes à part entière. Il y a eu effectivement quelques mesures sur ce point. Et puis, ensuite, je vous passe, je fais vite parce que là, après, il y a eu la loi de 2014, ça, qui était une belle loi aussi sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. 4 août, pardon. 4 août, bravo, vous êtes excellente. La loi donc, du 4 août 2014, qui a été vraiment aussi une très belle loi, notamment parce qu'elle a généralisé le téléphone grave danger.
Et ça, c'était vraiment important parce que ça, le téléphone grave danger, il a été créé dans un département en 2010 et vraiment, on sait que c'est un outil extrêmement utile pour protéger les femmes victimes de violences. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que le législateur, à partir de 2010, il a enfin pensé protection. La protection avant tout. Et ça, je crois que c'est le maître mot. Je voudrais qu'on le retienne bien parce qu'il faut protéger les victimes. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment le moins facile. Punir les auteurs, on peut punir les auteurs, je reviendrai sur les auteurs. Mais bien sûr, mais protéger les victimes, c'est absolument essentiel. Parce que comment voulez-vous, on parle de libérer la parole, mais comment voulez-vous libérer la parole si les victimes n'ont pas le sentiment qu'elles pourront être accueillies, qu'elles pourront être protégées, parce qu'elles ont peur. Et ça, donc vraiment, c'est ça en fait sur lequel il faut travailler, remettre l'ouvrage tout le temps, ne jamais s'arrêter là-dessus. Il faut une protection maximum. Et on voit que malgré tout ça, je vais vous reparler du Grenelle, eh bien, malgré tout cela, on a des féminicides aujourd'hui qui sont un nombre extrêmement inquiétant. Alors, on va être optimiste. Ça nous inquiète parce qu'on en parle beaucoup. Et avant, on en parlait un petit peu moins. Donc ça, c'est une chose. Vous savez qu'à un moment, ça faisait partie des faits divers, le féminicide. Donc là, quand même, ou les très graves violences. Maintenant, aujourd'hui, c'est quand même un sujet dont on parle beaucoup, donc ça peut expliquer. Parce que moi, je peux vous dire, puisqu'il faut savoir que la MIPROF a aussi un rôle d'observatoire, donc nous publions chaque année une lettre avec des chiffres sur les violences faites aux femmes et notamment les violences conjugales. Depuis, à part l'année 2019 où il y a eu une augmentation, on a été entre 130 et 135 homicides. À l'époque, on appelait ça homicides conjugaux. Maintenant, on appelle ça féminicide. Pendant 10 ans, à peu près 10 années, ça a été toujours à peu près ce même chiffre. Alors, moi, ça me décourageait beaucoup parce que on prend beaucoup de lois et le chiffre, il ne bouge pas. Et 2019, il y a eu une grande campagne, vous vous souvenez, sur les féminicides, où il y a eu une association qui comptabilisait, qui à chaque fois qu'il y avait un féminicide, en parlait. On n'a pas parlé de la communication, c'est important la communication. Donc du coup, la ministre dont je dépendais de l'époque, d'ailleurs, Marlène Schiappa, a dit, là c'est pas possible, il faut prendre des mesures drastiques et on va faire un Grenelle des violences conjugales. Grenelle contre les violences conjugales, bien sûr. Et ça a été vraiment une avancée, ça je tiens à le dire, une avancée parce que déjà, on a parlé beaucoup de travail ensemble, de se parler, etc. Et c'est ça, en fait, c'est le travail que nous avons fait pendant le Grenelle. C'est-à-dire que chaque ministère avait mis en place un groupe de travail. Et on devait faire entrer, bien sûr, dans le groupe de travail la société civile. Il y a beaucoup d'avocats qui y ont participé, bien sûr. Il y a beaucoup d'associations, des médecins, etc. Donc, vraiment, on a fait vraiment des groupes de travail pluridisciplinaires, si on veut. Et donc ça a été déjà très, très important pour ça. On a eu aussi beaucoup de témoignages de victimes. On a invité à ce Grenelle des victimes. Et ça, c'est quand même très, très important d'entendre ce qu'elles ont vécu, comment elles l'ont vécu. Et ça nous a beaucoup aidés, tous, dans nos réflexions. Beaucoup de retours d'expérience, parce qu'il faut pas, là aussi, il faut être aussi optimiste, c'est qu'il y a des régions, il y a des départements, et je trouve que chez vous, vous êtes aussi très, très actifs, qui sont incroyablement actifs, qui font des choses formidables, mais ça ne se sait pas. Ça se sait pas, ça se sait dans le département, c'est vraiment, c'est formidable, mais au niveau national, ça, vous savez, moi je suis un fonctionnaire avec un faux nez, parce que je pourrais écrire beaucoup de choses sur l'administration, je trouve qu'il y a un problème de communication entre le haut et entre les territoires et le national, que je ne sais pas comment on résoudra un jour, mais qu'il va falloir un jour résoudre quand même. Et donc, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de retours d'expérience absolument passionnants. Et puis aussi, ce qui a été bien, c'est que les associations, je voulais dire, ont été partie prenante. Et puis, on a tous parlé entre nous. Donc, les acteurs judiciaires, la santé, le social, etc. Donc, vraiment dans une très grande pluridisciplinarité. Alors, les réponses qui ont été apportées dans le Grenelle,
Je ne vais pas vous dire tout ce qui a été fait parce que ça ferait beaucoup trop. Mais moi, je voudrais souligner 2 choses qui me paraissent vraiment très, très importantes. Enfin, 3 choses. C'est la reconnaissance du phénomène de l'emprise au sein du couple et l'introduction de ce terme dans la loi. J'aime beaucoup, je trouve que la loi est une vertu pédagogique et c'est très bien qu'elle soit inscrite dans la loi. Et du coup, parce que finalement, le très, très gros problème qu'on a toujours rencontré avec les violences faites aux femmes, c'est ce phénomène de l'emprise et les violences psychologiques. C'est-à-dire, ça a été dit hier, quand vous avez des violences physiques, ça se voit. La violence psychologique, elle ne se voit pas. L'emprise, qu'est-ce que c'est? C'est pas évident. Hein. Il faut vraiment connaître ce concept. Et il faut quand même se mettre face à la réalité, c'est que peu de personnes le connaissaient. Peu de professionnels. Alors, sauf les professionnels de santé, les psychologues, oui, beaucoup, mais je vois dans le judiciaire, l'emprise, moi personnellement, j'étais en juridiction, l'emprise, on n'en parlait pas du tout quand j'ai commencé en juridiction. Donc, voilà, donc ça, c'est vraiment extrêmement important, et surtout, le fait de reconnaître l'emprise va permettre aussi de mieux repérer la victime, parce qu'on a besoin de connaître cette notion. Sinon, on ne pourra jamais faire du repérage, comprendre qu'il y a des violences derrière certaines attitudes. Et du coup, la reconnaissance du phénomène de l'emprise au sein du couple, eh bien, le législateur, du coup, a pris à partir de ce concept de l'emprise des décisions, des mesures vraiment qui sont emblématiques et qui sont notamment, et surtout, la levée du secret des professionnels de santé lorsqu'il y a, bien sûr, danger et le phénomène d'emprise. Alors, c'est vrai que là, j'ai beaucoup participé, donc je ne veux pas rallonger le débat, je ne peux pas vous raconter tout, mais j'ai beaucoup participé aux discussions entre médecins et puis, bien sûr, le ministère de la Justice, etc. Je comprends, parce que ça a été dit hier, et je comprends vraiment que cela soit difficile, mais je ne suis pas du tout inquiète. Je pense que les médecins vont y arriver, enfin les médecins, tous les professionnels de santé vont y arriver. Parce que là aussi, le mérite des discussions qu'on a eues hier, le mérite que ce soit inscrit dans la loi, le mérite que ce soit beaucoup de la presse en soit emparée, que ça fasse l'objet de discussions. Moi, j'ai une belle famille, ce sont des médecins. Et ben, c'était mis sur le tapis. Alors, ben, moi, jamais je ferai un signalement. Les femmes c'est les prendre pour des enfants. Il n'y a pas de réseau. Si elles ne veulent pas parler, elles ne parleront pas, etc. Bon, donc, ça fait bouger, ça fait communiquer, etc. Et je pense que maintenant, on est quand même très sensibilisé sur ce sujet, et j'espère qu'on va continuer à l'être. Et du coup, je pense qu'un médecin qui aura un doute, un médecin, une infirmière ou autre, tout professionnel de santé, un doute de se dire « cette personne, ça a l'air grave », qu'il arrive à la faire parler et qu'elle ne veut pas, je pense que ce sera très, très lourd pour lui, peut-être de ne pas le dire et de ne pas signaler et avoir peur qu'il y ait une conséquence après. Je suis peut-être optimiste, mais moi, je pense que de toute façon, l'expérience le montre, il faut du temps. Il faut vraiment du temps. Ensuite, l'autre chose sur laquelle je voudrais insister aussi, c'est pour le Grenelle, c'est la prise en compte de l'incidence des violences conjugales et leurs conséquences en matière d'exercice d'autorité parentale. Et ça, c'est très important parce que moi, j'étais aussi, quand je suis devenue magistrate, on m'a bien expliqué qu'un mauvais mari pouvait être un très bon père. Et je l'ai cru, longtemps. Et puis, aujourd'hui, je le crois beaucoup moins. Je le crois beaucoup moins parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses en étant dans cette mission interministérielle. Ben, c'est vrai, j'ai appris, moi, à l'époque, on disait les enfants, ben, ce sont des victimes collatérales ou voilà. Mais non, aujourd'hui, ce sont des victimes à part entière. Et il faut les protéger. Et c'est vrai que remettre en cause l'exercice de l'autorité parentale, c'était essentiel. C'est vrai qu'il y avait une mesure en 2010 qui le prévoyait, mais aujourd'hui, on voit plus loin, puisque un conjoint violent qui est sous contrôle judiciaire va se voir automatiquement enlever l'autorité, de manière provisoire, hein, l'exercice de l'autorité parentale. Donc ça, c'est pour moi une très très grande avancée, d'autant qu'à la suite, alors c'est provisoire, mais
quand ensuite il y a le jugement pénal, notamment, eh bien, le juge pénal peut se prononcer, bien sûr, sur le retrait total. Et là, ce sera le retrait total et longtemps. Et puis, donc ça, je crois que je vous ai dit beaucoup de choses. Ah oui, oui, je sais, je vous dis quelque chose d'important dont on n'a pas du tout parlé, et après j'ai fini. Le troisième axe que je trouve vraiment qu'il faut souligner, c'est la première fois, je vous ai parlé des 5 plans nationaux pour lutter contre les violences faites aux femmes. Eh bien, c'est la première fois qu'on s'empare du volet de la prévention de la récidive, avec de nombreuses mesures portant sur les auteurs de violences. Et ça, je trouve ça très, 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 très bien, parce que effectivement, il faut quand même, il y a des moments, il faut prendre le mal à la racine. Et il faut absolument être éduqué, entre guillemets, tous ces hommes violents. Ça peut être des femmes, mais bon, c'est des hommes en grande majorité. Il faut absolument essayer d'éviter que ça recommence. Parce que comme je vous disais, les violences dans le couple ou les violences sexuelles, etc., ce sont des violences qui sont toujours réitérées. Et là, je crois qu'il y a vraiment une action très importante à faire. Le législateur en a tenu compte. Maintenant, vous voyez, on parlait beaucoup aussi de fluidité de l'information. Les JAP, maintenant, les JAP sont associés dans les juridictions qui font des réunions pour bien partager ensemble toutes les informations qu'ils ont sur les violences. Ben, vous avez le JAF, vous avez le juge des enfants, vous avez bien sûr le parquet, mais vous avez aussi le JAP, le juge de l'application des peines, qui peut refuser à droit de visite, vous voyez aussi la prise en compte de l'emprise, refuser à droit de visite, même si la femme le demande, parce qu'il pense qu'il est effectivement toxique, que l'auteur est toxique, dangereux, qu'il a une emprise, et il veut éviter ça, donc il refuse le permis. Aussi, là, on tient beaucoup compte de l'emprise, ça c'est très bien, et ça c'est formidable, c'est vraiment une réforme dont je rêvais depuis longtemps, c'était de supprimer la médiation pénale. Parce que du fait de l'emprise, la médiation pénale, c'est une catastrophe. Mais ça a été très, très dur à arriver à obtenir ça. La médiation familiale, on avait déjà fait des progrès puisqu'il y avait eu déjà des mesures. Alors, maintenant, je voudrais juste terminer en vous disant très rapidement que on a parlé de communication. Ça, c'est très important. On a parlé de formation. Alors, la formation, c'est mon cœur de métier. Et je voulais vous dire que c'est bien, on parle beaucoup de libérer la parole. C'est très, très important. Mais il est très important que la parole, elle soit reçue par des femmes, des hommes qui soient formés à toutes ces violences. Parce que sinon, ça ne servira à rien. Il n'y a rien de pire qu'une femme qui veut parler et qui ne se sent pas comprise. On connaît tous les exemples dans les commissariats, etc., où, bah, tiens, ça c'est pour le viol sexuel, pour changer. Qu'est-ce que vous faisiez dans la rue à cette heure-là? Elle veut déposer plainte. Qu'est-ce que vous faisiez dans la rue à cette heure-là? Et vous étiez habillé comment? Oula, tout de suite. Les victimes, elles vous expliquent. Là, on a compris. On s'en va. Oui, très bien, bah, je reviendrai. Et puis, elles s'en vont. Elles ont peur. Elles se disent, oulala, ça va se retourner contre moi, ce truc-là. Donc, vous voyez, l'importance du recueil de la parole de la victime, c'est absolument essentiel. Et c'est pour ça que l'AMIPROF a été créé pour former tous les professionnels à ces spécificités. Et pendant tous les ateliers, on a beaucoup parlé de la formation. Et d'ailleurs, cette journée en est la preuve. Mais je crois que vraiment, c'est la cheville ouvrière, si je puis dire, de la lutte contre la traite des êtres humains. Et puis, j'aime bien dire aussi qu'on forme des professionnels. Ça, c'est important, on fait des outils, tout ça, chacun dans sa compétence, bien sûr, ça on l'a beaucoup dit, chacun dans sa compétence, mais donc ça veut dire aussi, ce qui est très important dans la formation, c'est que quand on va faire des formations comme vous avez fait aujourd'hui, on est nombreux à se parler. Au sein de l'ENM, ils préconisent aussi des formations multidisciplinaires, c'est-à-dire magistrats, avocats, travailleurs sociaux, associations, etc., parce que ça permet de nous connaître. Et ça, c'est absolument déjà essentiel. Mais aussi, ce que je voudrais dire, c'est que quand on forme des femmes, on forme des hommes qui travaillent, mais on forme des citoyens, on forme la société entière.
au fond, parce que nous sommes tous des citoyens et des citoyennes. Donc, déjà, c'est ça, ça me semble extrêmement important. Et puis, la communication aussi. On l'a vu pendant le confinement. Moi, j'étais chargée de faire un rapport sur les incidences du confinement sur les violences conjugales. Et j'ai fait un rapport. Je vous invite à aller le voir parce que à le lire, c'est assez intéressant. Parce qu'on a fait des constats incroyables. Moi, en tout cas, j'en ai fait des constats et je voudrais les partager juste avec vous et j'aurai fini. C'est que pendant le confinement, il y a eu beaucoup moins de féminicides. Donc déjà, ça confirme que beaucoup de féminicides se passent au moment de la séparation. Il n'y avait pas parce que soit les gens étaient séparés, donc du coup le conjoint il pouvait pas venir, il pouvait pas sortir, il pouvait pas aller sous les fenêtres de la victime. Donc ça c'était déjà quelque chose. Mais ça c'est un enseignement. Mais surtout, je suis sûre que beaucoup d'entre vous pensent, on va pas, peut-être les policiers font pas toujours bien leur boulot, les magistrats ils font pas toujours bien, et surtout les avocats, vous y êtes confrontés à cela. Mais je voulais dire que quand ils peuvent, ils le font, en fait, parce que ça vous a pas échappé que pendant le premier confinement, il y a eu un seul contentieux qui a été traité, ça a été les violences intrafamiliales, violences faites aux enfants. Et violences faites aux femmes, enfin, dans le couple, on appelle ça intrafamilial. Voilà. Eh bien, les magistrats ont pris beaucoup d'ordonnances de protection. Ils ont attribué beaucoup de TGD à ce moment-là. Ils ont rendu toujours des décisions vraiment les plus protectrices possibles et surtout, ils ont eu le temps de se pencher, parce qu'ils ont eu le temps de se pencher sur ces dossiers. Ils avaient systématiquement, toutes les plaintes qui ont pu être déposées étaient immédiatement renvoyées, bien sûr, au parquet, et surtout, le travail avec les policiers s'est trouvé amélioré, parce que tous les policiers et gendarmes avaient reçu comme consigne de se déplacer à chaque appel au 17. Chose qu'ils ne font pas dans la vie courante. Pourquoi? Parce qu'ils avaient beaucoup moins de contentieux. Il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas ça. Donc, ils se sont concentrés sur les violences, notamment les violences au sein du couple. Et du coup, ça a eu un effet extrêmement bénéfique. Parce que contrairement à ce qu'on a pu penser, il n'y a pas eu de boom de violence conjugale. Il y a eu après. Il y a eu ça a été après le confinement d'ailleurs, ce qui est assez aussi, on pourra en tirer des leçons. Mais pendant le confinement, il y a eu plutôt presque, enfin pas une baisse, mais c'était assez constant. Et aussi, pourquoi aussi c'est venu? Parce qu'ils n'ont jamais eu autant d'appels du 17. Parce que les voisins, ils étaient là toute la journée. La famille, on se parlait au téléphone. Et du coup, il y a eu beaucoup plus de mobilisation. Et quand on parle de sujets tabous, combien de fois ça arrive que les voisins, ils vous disent, je ne veux pas me mêler, c'est peut-être des problèmes personnels quand ils entendent des cris. Et bien là, non. Et bien là, d'abord, parce qu'il y a eu une campagne, on a parlé de communication, c'est essentiel, il y a eu une communication extrêmement importante là-dessus. Donc, beaucoup de voisins, la majorité des saisines du 17, ça a été des voisins ou des membres de la famille qui s'inquiétaient. Et donc, voilà, ça montre que quand on a les moyens, on peut. Que les policiers et les gendarmes ont mis beaucoup de dispositifs, ils rappelaient sans cesse les victimes, c'est-à-dire que toutes les plaintes qui avaient été déposées, ou même les mains courantes déposées avant le confinement, ils rappelaient une à une toutes les victimes qui avaient donc déposé plainte, etc. Donc, pour vous dire que finalement, je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour l'instant. On a les lois, donc c'est bien. On a quand même la volonté politique. On a quand même beaucoup d'actions qui sont mises en place, grande prise de conscience dans les juridictions. Il y a les filières de l'urgence, il y a des réunions souvent. On parle, regardez ici, on parle de pluridisciplinarité, d'interdisciplinarité. On veut travailler ensemble, on veut faire. Et nous sommes tous acteurs de cette lutte contre les violences faites aux femmes, parce que chacun de nous, professionnels, nous faisons quelques chemins avec la victime, tout au long de son parcours. Et vraiment, je crois que nous sommes solidaires, nous sommes les maillons d'une même chaîne. Et si nous avons cette volonté, avec un peu plus de moyens, je dirais quand même, ce serait bien, eh bien, je crois que vraiment, on pourra arriver à éradiquer tant soit peu ces violences. En tout cas, j'ai beaucoup d'espoir. Voilà, merci.
Alors, je voulais remercier Carline Gabouri de son investissement total pour le sujet des violences et des harcèlements. Et nous avons été ravis avec Bénédicte Bury de participer à l'organisation de cette formation qui s'est avérée une grande aventure, mais qui a été très positif puisque nous avons été amenés, comme les intervenants et les participants, à connaître les métiers de chacun d'entre nous. Effectivement, grâce à ces tables rondes, à ces ateliers, nous avons eu le privilège de partager des informations de première importance de nombreux professionnels qui sont en contact avec les victimes. Et au travers de ces propos pluridisciplinaires, il est patent de voir que certaines situations sont communes à toutes les professions et que nous avons, grâce à cette formation, bénéficié d'outils qu'à présent nous devons mettre en œuvre et adapter en fonction de nos activités professionnelles. Cette force-là du collectif va inévitablement influer dans les sphères familiales, professionnelles et personnelles. Et je finirai mon propos en vous disant qu'il faut être positif, puisque chacun d'entre nous ici, nous sommes, comme l'avait justement dit Madame, acteurs de la situation, que par notre présence, déjà ici, ça représente un véritable engagement et que se former, c'est peut-être se permettre de transformer la société et les situations que nous vivons. Alors, il faut bien s'arrêter un jour. Et c'est difficile. Et puis, il est d'usage de ne commenter ni les synthèses, ni les clôtures, ni les remerciements. Mais comme c'est l'usage, je vais faire une exception. Michel Tisser, je savais qu'en te confiant la synthèse, ce qui est le travail le plus ingrat dans un colloque ou des actions de formation, je savais que je ne me tromperais pas et j'étais en toute confiance. Je suis même frustrée, tu n'as oublié personne. Et en plus, tu nous as fait une synthèse de manière prospective, en mettant en avant tous les éléments positifs. Et je savais que tu allais faire ça. Et je t'en remercie. Madame Moirombro, je vous remercie de nous avoir rappelé l'histoire, et même la petite histoire que vous nous avez apprise, et rappeler l'arsenal législatif qui a été mis en œuvre, surtout à partir de 2010, mais depuis des années encore en avant, puisque vous avez parlé de 5 plans de lutte, et sauf erreur, ça fait 25 ans de travail. Vous avez bien fait de nous le rappeler parce que nous, vous êtes en haut, nous sommes en bas. Et en bas, on a tendance à râler, parce que nous sommes professionnels libéraux surtout, français aussi un petit peu, mais pourquoi pas les autres, on a tendance à se dire, mais ça ne va pas. L'ordonnance de protection, par exemple, ça ne va pas. Et ça, tous les avocats vous le diront et les associations vous le diront. Mais vous nous avez rappelé que l'ordonnance de protection existe. Vous nous avez rappelé que c'était un sacré travail de conviction que d'aller tous les jours répéter qu'il faut avancer dans les principes, que le secret médical, il est sacro-saint, mais peut-être qu'il est nécessaire de le dépasser, que l'emprise, ce n'est pas un concept juridique, parce qu'il faut encore la définir, l'emprise, c'est compliqué, mais c'est nécessaire de s'aventurer, de prendre des risques et d'aller dans ces terrains-là quand on a affaire, non pas à un simple problème, mais à des fléaux. Et donc, merci de nous avoir rappelé tout ça, parce que nous, on est au quotidien dans nos cabinets, la tête dans le guidon, dans nos exercices, et donc on se plaint. On a raison de se plaindre. Mais pour se plaindre de manière positive, il faut avoir conscience de toutes les avancées qui ont pu être faites. Et donc, pareil, j'avais confiance. Et puis aussi, je voulais que... Et en plus, j'ai vu que vous vous étiez régalés.
C'était l'un de nos objectifs. Je voulais que quelqu'un d'en haut vienne aussi, mais je sais que vous allez sur le terrain, je sais que vous allez partout. Je voulais que vous puissiez voir ce que nous, on essaye de faire aussi de notre manière, sans avoir la prétention d'avoir inventé le fil à couper le beurre, mais avec une autre optique, celle qu'on a proposée dans les ateliers, avec la ludopédagogie, par exemple, avec une autre façon d'apprendre, parce que, comme on vient tous d'univers différents, si on n'apprend pas par le jeu, si on n'apprend pas par l'art, on va avoir un blocage de communication tout de suite. Et donc, vous vous êtes prêté au jeu parce que vous avez séché aucun des ateliers, donc j'en suis ravie, cet objectif est atteint. Comme j'ai fait les remerciements hier, ça ne vous aura pas échappé. Je n'ai pas besoin de les refaire, ni à nos sponsors, ni à nos partenaires, mais je vais faire un tout petit remerciement quand même à ceux qui m'ont remercié. Si ça a marché, parce que des oreilles indiscrètes m'ont dit que les gens étaient contents et il n'y a pas de chaises trop vides dans la salle, ça veut dire que personne ne vous a forcé à venir, vous êtes heureux d'être ici, vous en avez tous tiré quelque chose. Et puis en plus, on me l'a dit. Si ça a marché tout ça, c'est parce que c'était un gros projet, il y a des équipes derrière et il y a des étudiants que j'ai exploités, il y a des intervenants que j'ai fait travailler avec notre équipe de départ. Et vraiment, on s'est beaucoup téléphoné, etc. Et ils ont réussi leur pari. Et puis, il y a quelqu'un que j'ai découvert aussi pendant ce projet, il y a Quentin qui est partout, à la technique, à la visio, partout. Il y a également, alors, Zach, je vous donnerai pas le nom de son entreprise, qui est partout aussi. Sophie, je l'ai déjà dit hier, d'ailleurs, il est derrière. Et donc, il y a surtout les participants. Moi, je vous remercie. Je partage un constat avec vous. J'ai encore appris dans cette session. Et donc, je vous invite, je nous invite à renouveler l'expérience parce qu'on a encore du travail et puis on a commencé à apprendre à se connaître, mais on a encore plein de choses à se dire. Donc, moi, j'espère que je vais reproposer des sessions comme celle-ci. Et puis, je veux finir mes remerciements. S'il y a une bonne ambiance, parce que il faut le ludique, mais il faut la bonne ambiance aussi. Et il y a des personnes, et je nomme directement les artistes, qui sont restés avec nous pendant 2 jours, qui silencieusement, avec leur œuvre, eh bien, ont contribué aussi à ce qu'on se sente bien dans cette maison des professions libérales. Président, on se sent bien dans cette maison des professions libérales, mais plus il y a d'œuvres d'artistes, et mieux on se sent. Alors, un grand merci à l'art. Et puis, il faut que j'aille très vite, moi aussi. Il faut que je tienne mon temps de parole. Mais j'ai encore plein de choses à vous dire. L'une des premières réussites de cette action de formation, j'ai eu la surprise de la découvrir là, en direct. On m'a dit, eh bien, il y a une idée qui va se mettre en place tout de suite. C'est que va se créer, et ça va être créé a priori, donc vous irez discuter avec lui aussi pendant le cocktail et aller admirer les stands, c'est l'entreprise GDAS qui lance à la sortie de cette action de formation le réseau des référents harcèlement en entreprise. Voilà un premier résultat concret, parce que ces référents, dans ce que j'ai entendu, c'est surtout qu'ils étaient isolés eux aussi et qu'ils avaient beaucoup de mal à faire vivre leur fonction. Donc, bravo pour cette bonne idée. Alors, j'ai appris aussi que vous lanciez GDAS, mais ça, vous en parlerez, à vous de faire votre pub, un nouvel appel à projet artistique. Donc, moi, je valide, vous l'avez compris, l'art, pour moi, c'est fondamental dans les violences. Donc, un nouvel appel à projet artistique, stop aux violences. Donc, ça veut dire que déjà, on a gagné notre pari dans cette session de formation. Et là, j'espère n'avoir oublié personne. Je vais vraiment clôturer par une petite surprise, on me l'a demandé, et puis ça va complètement dans le sens de ce qu'on s'est dit. Tout le monde s'y est mis, toutes les bonnes volontés, les petites mains, les étudiants, tout ça, et même les organismes à côté. L'association Via Femina Fama s'y est mis aussi pour beaucoup. Je la sursollicite à chaque fois, je les appelle au secours. Mais après tout, ils sont là pour aider les femmes en situation de détresse 24 heures sur 24, donc je vous appelle quand je veux.
Un grand merci parce que il y a eu la permanente Danielle Gourvès a été là aussi. Elle a fait le buffet, elle a tout fait. Je lui ai demandé à la dernière minute, trouve-moi un cas dans l'atelier. Elle m'a trouvé le cas dans l'atelier que j'ai animé pour le lancer. Et elle m'a demandé en contrepartie juste une chose, et ça me fait super plaisir, c'est de finir en musique pour mieux se retrouver au cocktail sur un clip. Il faut que je meuble encore 2 minutes, le temps que Zach le lance. Un clip qui a été créé par Via Femina Fama, mais qui délivre un message qui, j'espère, vous plaira parce que ça va complètement dans le sens de cette action de formation des professionnels et qui s'appelle Tous pour elle. Tous pour elle. Ah, très bien. Eh bien, écoutez, je vous invite à m'applaudir pendant que l'on... Si vous voulez vous décaler pour regarder le clip. Sur chaque trottoir, à chaque station de bus, les gens passent et s'ignorent, renforçant de plus en plus les barreaux du silence. On se croise, on ne se connaît pas, se demande-t-on que vit-elle? Son regard vole en éclats, lui arrache-t-on ses petites ailes? Un sourire cache un cauchemar. Est-elle faible ou est-elle forte? Parfois on ne voit pas le cocard qui attend derrière une porte. Dur de lire sur un visage, tous nos masques ont un secret. Son bonheur est un mirage, dès qu'on l'observe de près. Quand on est au bord du ravin, un peu de chaleur évite la faim. T'as ce rayon de soleil qui l'atteint, si tu lui tends la main. Viens, on ne peut plus se taire, il est venu le temps de faire. Rejoins-nous et engage-toi, viens, soyons tous solidaires, tous pour elle en mêlant nos voix, ensemble unis pour ce combat. Pour ne plus être celle qui sourit seule, étouffée dans ce silence, écarter la peur comme une urgence. Pour ne plus être celle qui fuit seule, enfermée dans ses errances, embrasser la vie comme une chance. Viens, on ne peut plus se taire, il est venu le temps de faire. Rejoins-nous et engage-toi, viens, soyons tous solidaires, tous pour elle en mêlant nos voix, ensemble unis pour ce combat. Je suis là et te tends la main comme une promesse pour demain, pour que tu ne sois plus jamais seul. Je suis là simplement pour toi, dans l'espoir de te retrouver libre et à nouveau prête à aimer. Viens, on ne peut plus se taire, il est venu le temps de faire. Rejoins-nous et engage-toi, viens, soyons tous solidaires, tous pour elle en mêlant nos voix, ensemble unis pour ce combat. Viens,
Unis tous pour elle. Unis tous pour. Unis tous pour Via Femina Fama, viens avec nous les gars. Avec nous les gars. Unis tous pour elle. Unis tous pour Via Femina Fama. Unis tous pour. Unis tous pour elle. Unis tous pour. Unis tous avec Via Femina Fama. Viens avec nous les gars. Avec nous les gars. Unis tous pour. Avec nous les gars. Unis tous pour Via Femina Fama. Jérémy, Félicitations. Tu t'as fait une cause bise. Promis. Hier, je pouvais pas. C'était une opération d'urgence. Mais c'est plus gardé. Donc, j'organise le retour à la maison, chercher les médicaments, tous les trucs. On est tombé dessus comme ça. C'est compliqué en ce moment. Oui, je sais bien. C'est comme ça, c'est la vie. Ah ouais. On sait qu'ils ne sont pas éternels. Non, je sais, mais bon, faut assumer, c'est compliqué. C'est très joli clip, mais vraiment, non, mais très bien. J'adore ça. C'était pas prévu, mais bon, on s'est dit, tiens, allez hop, on y va. Non, mais puis l'organisation, tout, j'ai signé pour hier aussi. Ça après maintenant. Donc, il faut qu'on voie aussi une date pour manger au restaurant. Donc, je te laisse regarder un petit peu avec Bernard quand elle faisait clip. Moi, je suis absent du 16 au 23 juillet. Ah bah, nous, on est du 17 au 30. Bon, bah, alors, soit avant, soit après. Voilà. Et puis, vous choisissez. Peut-être plutôt après. Vous choisissez, vous regardez, tu me dis qu'on puisse réserver. Ouais. Voilà, on se parlait de transat, tout ça, ce coup-ci. Pas de soucis, ça marche. Voilà, donc, parce qu'après nous, on est absent une semaine aussi en septembre. Oui. La fille va venir avec nous, donc. D'accord. Ok.